Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis. Aujourd'hui, nous sommes à la Trinité-sur-Mer. Il fait beau, il fait un peu froid, on va parler bateau avec Yvan Bourgnon, célèbre navigateur, célèbre skipper et aussi président de The Sea Cleaners. Je vous conduis dans les coulisses, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Yvan Bourgnon. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la Trinité sur Mer. Avec grand plaisir, bienvenue à la maison. On est là pour parler de The Sea Cleaners. Vous êtes le président de The Sea Cleaners. Comment vous expliquez à quelqu'un qui ne connaît pas le projet ce qu'est The Sea Cleaners en quelques mots? En fait, The Sea Cleaners a pour vocation de s'occuper, d'avoir un focus sur la pollution des océans et notamment la problématique de l'acidification des océans, les plastiques notamment, qui envahissent les océans de plus en plus. Et donc on a décidé d'agir autant sur terre que sur mer pour vraiment éradiquer cette pollution en faisant de la sensibilisation jusqu'à la collecte de déchets en passant par les missions de scientifiques. Comment cette idée de créer The Sea Cleaners est venue? Parce que vous êtes un navigateur connu, reconnu, 63 victoires, 18 records battus, vous avez fait la route du Rhum. Enfin, est-ce que c'est un constat qui date de votre époque sur mer où déjà vous vous rendiez compte qu'il y avait du plastique? Je pense que je fais partie de cette génération qui a eu la chance d'être sur la mer, sur les océans, sur les plages qui étaient parfaitement propres dans les années 80. Et donc ça a marqué toute mon enfance, et notamment avec un tour du monde en famille. Et donc forcément, de voir un petit peu ces océans se dégrader, ça a été un choc. Et puis de heurter des containers. Et puis enfin, un tour du monde entre 2013 et 2015 où je navigue vraiment en Indonésie, au Sri Lanka, aux Maldives, dans les eaux les plus contaminées en fait de la planète. Et là, j'ai pris vraiment la mesure de cette pollution et je me suis dit waouh, en fait c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. Et donc c'est comme ça qu'en rentrant de ce tour du monde, j'ai décidé de créer cette association en essayant d'imaginer quand même si on pouvait pas faire quelque chose au niveau de la collecte des déchets en mer. Il faut savoir quand même qu'il y a 380 millions de tonnes de plastique par an qui sont produites et qu'on retrouve principalement malheureusement dans les océans. Le risque c'est quoi à terme si on fait rien? Le risque, c'est un petit peu comme le réchauffement climatique, c'est-à-dire que si on réagit trop tard, on sait que les dégâts seront là et qu'on va simplement s'attaquer à limiter les dégâts. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a déjà un peu des dégâts irréversibles, hein. On ne peut pas dire que tout est nickel. 60% de la vie animale sauvage a disparu sur Terre, mais sur mer, c'est pas du tout le cas. On a encore des océans relativement préservés, puisque ça représente 75% de la surface du globe, donc il y a quand même un écosystème énorme. Donc il est justement encore temps d'agir avant que ce soit la catastrophe, avant que tous les coraux disparaissent, avant que toutes les espèces disparaissent. Donc d'un côté, il faut résoudre le problème de la surpêche, et il y a des ONG qui sont très bien comme Sea Shepherd qui font un super boulot, et puis de l'autre côté, il faut résoudre le problème de ces plastiques qui c'est assez gravissime, parce qu'en fait, on va consommer 10 fois plus de plastique sur Terre dans 2100 par rapport à aujourd'hui. Donc on imagine qu'il y aura 3, 4, 5 fois plus de plastique dans les océans. Donc en fait, il est vraiment temps de prendre les choses à bras le corps. Alors il y a différentes missions portées par The Sea Cleaners. Il y a effectivement lutter contre la pollution plastique. Il y a sensibiliser. Comment aujourd'hui on arrive à sensibiliser? Auprès de qui et comment? En fait, le plastique, il est dans tous les ménages, il est auprès de tout le monde. Donc, en fait, il faut aller voir tout le monde. En fait, c'est un travail de fourmi. Il faut aller dans les écoles. Toutes les générations sont concernées. Toutes les générations. Alors, évidemment, on a plus envie de consacrer de l'énergie encore plus sur les jeunes, mais évidemment, il faut aller parler à tout le monde, en fait. Il faut aller parler à tout le monde, aux entreprises aussi, qui sont quand même directement concernées, parce qu'elles produisent ce plastique et elles peuvent faire mieux demain en essayant d'utiliser les meilleurs plastiques, en essayant de remplacer par le carton, etc. Et donc, du coup, on a un travail de fourmi de dingue. Et donc, on est obligé de développer cet aspect sensibilisation, d'avoir vraiment énormément de bénévoles, d'avoir énormément d'équipes qui va sur le terrain, sur les aires d'autoroute, organiser des centaines et des centaines de collectes de déchets sauvages sur les plages et les cours d'eau. Aller sensibiliser les gamins dans les écoles, aller sur les événements, les départs de course. En 2022, on a eu cette chance de toucher près de 2 millions de personnes en France avec nos outils de sensibilisation. Et donc, c'est déjà un vrai succès en France qu'on veut maintenant reproduire et développer à l'international. Donc on est déjà à Bali, on est déjà en Espagne, un peu en Allemagne et en Belgique, et donc il faut en Suisse, et donc il faut évidemment aller de plus en plus dans ces pays où il y a encore beaucoup plus de pollution, évidemment. Combien de temps ça met une bouteille de plastique à disparaître, quoi?
C'est ça qui est difficile à imaginer, mais c'est vrai que ces déchets qui partent dans la nature, on sait qu'ils vont mettre ça 100 ans à redevenir de l'énergie fossile ou naturelle. Donc c'est dramatique. Même quand on enfouit aujourd'hui des plastiques sous terre en France, on sait très bien que les bâches qui sont là pour faire l'étanchéité vont craquer dans quelques décennies. Et donc forcément, il y a des plastiques qui vont aller dans les réseaux souterrains. Et donc voilà, il faut expliquer aux gens comment un plastique met du temps à se dégrader, expliquer qu'il y a un camion poubelle qui se déverse chaque minute dans les océans, expliquer qu'on avale une carte bancaire de plastique chaque semaine dans le monde, et que cette pollution, elle est pour tout le monde. Là, on respire du plastique actuellement, quoi. Quand on boit une bouteille d'eau, que ce soit de l'évian ou de l'eau du réseau, il y a des microparticules de plastique, donc c'est présent partout, quoi. Je m'arrête juste 5 minutes sur l'association. Aujourd'hui, elle est organisée de quelle manière? Parce que vous n'êtes pas tout seul. Oui, heureusement. Maintenant, j'ai un navire avec près de 40 personnes. Et donc, il y a un pôle opérationnel qui s'occupe d'aller en Asie. Actuellement, on a un premier bateau qui est à Bali. Le Mobula, qui commence à collecter des déchets. Ouais. Donc ça, c'est le pôle opérationnel qui est vraiment un pôle terrain. Ce bateau, vous l'avez construit de A à Z? Tout à fait, voilà. Donc derrière ça, évidemment, il y a un pôle technique, qui travaille depuis 6 ans durement sur la mise au point de toutes ces technologies. Donc, c'est les Mobula, les petits bateaux de 9 mètres, c'est le Manta qui fait 60 mètres de long, qui va bientôt sortir. C'est des systèmes pour aller collecter dans les fonds sous-marins avec un ascenseur à déchets, c'est des sacs pour accompagner les plongeurs, c'est des tas de solutions en fait en tout genre pour pouvoir collecter de mieux en mieux en fait ces déchets dans la nature et sur la mer et sous la mer. Et puis après, on a un pôle scientifique parce que tout ça, il faut que ça soit appuyé de vérité scientifique. Et donc, on sait aussi qu'à la fois, il faut qu'on se repose sur notre conseil scientifique international qu'on a créé il y a 3 ans, mais en même temps, qu'on leur donne les moyens d'aller sur le terrain, d'aller sur le Manta, d'aller sur les Mobula pour pouvoir analyser en fait chaque morceau de plastique qu'on va collecter, pour pouvoir mieux comprendre la pollution de demain et pour pouvoir surtout partager ces données. Du coup, pour faire toutes ces recherches, payer les gens qui travaillent aussi pour l'asso, comment vous êtes financé? Dès le début, on savait qu'on n'allait pas trop pouvoir compter sur les institutionnels au départ pour ce projet, même si à terme, il va falloir qu'ils s'y impliquent. On s'est vraiment reposé sur vraiment l'entreprise et sur le donateur pur, sur la générosité finalement. Okay. Pour financer 80, même 100% du projet. Et donc c'est particulier et professionnel? Voilà, pour l'instant c'est plutôt entreprise. Ouais. Donc on a 70 entreprises qui soutiennent The Sea Cleaner en Belgique, en Suisse, en France, en Allemagne. Et donc voilà, des entreprises, des entrepreneurs qui ont cette conviction que c'est l'avenir. Il faut trouver des solutions aussi technologiques pour résoudre le problème. Et c'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Et du côté des politiques, il va falloir qu'on fasse nos preuves. Ouais. Il va falloir qu'on fasse de la pédagogie. Il va falloir qu'on transmette la nécessité d'aller aussi collecter les déchets. Donc, ils comprennent bien tout ce qu'on fait pour l'instant en amont, c'est-à-dire la sensibilisation, les missions scientifiques, mais il faut qu'on leur fasse comprendre aussi que c'est pas suffisant, qu'il faut aussi malheureusement collecter les déchets. On a ici devant nous une photo, une maquette du Manta. Combien de personnes peut accueillir ce bateau? Alors le Manta, c'est figé, c'est 36 personnes à bord. Okay. C'est 12 personnes dédiées à la marche du bateau, 12 personnes qui sont dédiées à fonctionnement de l'usine embarquée, pour qu'on puisse traiter notamment tous les déchets plastiques à bord. Alors comment vous allez les traiter, les déchets? Avec quoi? Alors, on a 2 technologies, une qui est aboutie déjà, qui est la pyrolyse, et une qui sera l'incinération. Okay. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on revalorise en fait ce plastique pour en faire de l'énergie. Et cette énergie, on l'utilise directement sur le Manta pour son énergie propre, puisqu'on a des moteurs électriques notamment. Donc, en fait, les incinérateurs qu'on retrouve à terre ici, qui brûlent nos plastiques et nos déchets, fabriquent de l'énergie pour des usines. Bien sûr. Et donc, du coup, on fait la même chose, sauf que l'énergie, on l'utilise directement pour le Manta lui-même, si bien que c'est un bateau relativement vertueux qui n'utilise que le vent, le soleil et le plastique pour sa propulsion notamment. Avant d'arriver au bureau d'études, on a effectivement, et Vincent nous montrera avec ces images, mais un autre, alors là on est sur quelque chose de beaucoup plus précis, décomposé. Ça c'est le Mobula. Il a quel âge ce bateau? Il a combien de temps? Ce bateau, on a commencé à travailler dessus en 2019 et puis on a eu la version finale en 2021. C'est un bateau qui est une évolution déjà de petits bateaux qui existent, mais on a voulu faire beaucoup plus
en pouvant collecter à la fois les micro-particules de plastique, ce qui n'existait pas avant, les macro-déchets plastiques et aussi les hydrocarbures. Donc il y a plusieurs technologies embarquées qui permettent, on voit souvent quand on va dans des ports, des rivières, il y a souvent des amas un peu d'hydrocarbures, de branches d'arbres, de déchets plastiques. Ouais. Donc ce mobile-là, en fait, il peut tout prendre et collecter et trier. Il y a 3 opérateurs à bord et puis il peut stocker ici sur les côtés jusqu'à 10 mètres cubes de plastique par jour. Donc en fait, il peut partir le matin, faire sa tournée toute la journée, revenir forcément au coucher du soleil au port et avec une capacité de collecte qui est énorme en fait. Donc l'inconvénient de ces bateaux, c'est qu'ils peuvent pas aller là où il y a des vagues, ils peuvent pas aller là où il n'y a pas de port, il y a des contraintes, mais en termes d'efficacité et de coût, rapport coût, investissement, rentabilité de déchets collectés, c'est assez fabuleux. Donc c'est vrai que le Manta, on sait qu'on ne pourra pas le reproduire par milliers. Par contre, ce genre de bateau, c'est possible. C'est possible, ok. Yvan, ici, c'est donc le bureau d'études. C'est là que les bateaux sont imaginés. En tout cas, le Manta est imaginé. On a une très belle maquette qui est juste là. On en est où aujourd'hui dans la phase d'avancée de la construction de ce bateau? On me disait qu'il y avait le choix du chantier qui était en cours. L'idée pour vous, c'est qu'il soit prêt quand? Déjà, faut saluer le travail de cette équipe fantastique qui est là depuis 2018 et qui fait un travail incroyable depuis 5 ans pour essayer d'imaginer ce qui n'avait jamais existé, c'est-à-dire de trouver des solutions pour collecter les déchets de toutes les manières qu'elles soient, que ça soit sous la mer, sur la mer, avec des petits bateaux, avec des grands. Et donc, c'est vrai qu'on a utilisé la meilleure matière grise qui existe dans ce pays et dans notre bureau d'études pour vraiment trouver l'excellence. Et puis, c'est vrai que quand on a eu la Veritas qui a validé, par exemple, le projet Manta il y a quelques mois de ça, pour nous, ça a été un soulagement énorme parce qu'on pensait que c'était quand même un projet aussi compliqué de le rendre vraiment accessible au niveau de la construction. Ça paraît simple, mais c'est bourré de technologie, c'est bourré d'innovation et tout ça sur une seule plateforme. Donc, c'était une adéquation quand même qui était très compliquée à remplir. Donc, aujourd'hui, c'est vrai on est quand même déjà très rassuré sur le fait que, techniquement parlant, le projet peut aller au bout. C'est un projet qui se chiffre à combien? On parle en millions d'euros, j'imagine, mais à combien de millions d'euros? Évidemment. C'est toujours impressionnant. Les chiffres, on parle de 42 millions, notamment sur le projet du Manta. Ça fait peur un petit peu aux gens, mais quand vous vous projetez sur 40 ans d'utilisation, en fait, le financement du bateau, il est très faible. Quelque part, c'est le coût de fonctionnement qui est plutôt de 4 millions d'euros par an et qui est plus impactant. Mais encore une fois, quand vous voyez ce que ça peut faire un Manta comme ça, c'est-à-dire collecter 5 à 10 000 tonnes de plastique par an, que ça peut sensibiliser des centaines de milliers de personnes par an, que ça peut embarquer des 8 à 12 scientifiques qui vont être sur l'eau 250 jours par an, et que vous faites le résultat de l'adéquation et de ce qui va se passer, il n'y a pas photo. En fait, les résultats vont être au rendez-vous et c'est nécessaire. Après, ce qui est difficile pour les institutionnels et les industriels, c'est de se projeter à long terme, parce que c'est un investissement qu'il faut faire évidemment sur le long terme et pas pour les 3 prochaines années. Qui va choisir faire appel à telle ou telle entreprise? Est-ce que vous avez quand même votre mot à dire, ou c'est le chantier qui va récupérer la construction, qui va choisir de travailler avec telle entreprise pour les panneaux photovoltaïques ou autre? C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on est justement dans cette partie du jeu-là, où on a fait on est en plein dans les appels d'offres de chantiers navals. On a 6 ou 7 chantiers navals qui ont répondu présent pour construire le navire. Et un des facteurs les plus importants, effectivement, pour le choix du navire, c'est que ce chantier puisse aussi être suffisamment flexible pour répondre à nos exigences notamment en termes d'impact environnemental, pour que le choix des matériaux soit les plus nobles possibles. Et puis un choix aussi pour travailler avec nos partenaires, parce que quand un bateau coûte si cher, c'est vrai qu'on est content de pouvoir faire rentrer du mécénat de compétences, du mécénat en nature, avec des gens qui donnent des panneaux solaires, des gens qui donnent de l'acier, des gens qui donnent de la matière première. Ah oui, tu as des dons d'entreprise aussi. Et donc, du coup, nous, on se réjouit de ces partenariats-là, mais il faut aussi réussir à avoir des chantiers navals qui sont suffisamment flexibles pour travailler de cette manière-là. Le choix du chantier, il sera officiel quand? Le choix du chantier naval, il devrait commencer à se dessiner en fin d'année. Ouais. Là, je pense qu'à l'automne, au début de l'automne, on aura déjà 2-3 chantiers qui vont commencer à se dessiner. Et puis en fin d'année, effectivement, on pourra acter d'un choix de chantier naval. Et puis, sur le plan technique, en fait, on est dans un timing
qu'on s'était à peu près donné. Aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'est le financement. Ouais. Maintenant qu'on est totalement rassuré à 100% sur la partie technique et qu'on sait que des chantiers vont pouvoir le construire, il faut qu'on arrive à terminer le financement de ce bateau. Il manque beaucoup. Il manque une grande partie, effectivement, parce que la levée de fonds, faut l'avouer, a ralenti avec le Covid et la crise de l'Ukraine. Ouais. Mais voilà, on a lancé des programmes notamment de levée de fonds dans la philanthropie, chose qu'on ne faisait pas avant, parce qu'on s'occupait surtout de l'entreprise. On a lancé un développement à l'international, on a lancé une activité sponsoring qui va nous permettre d'ouvrir toutes les portes nécessaires pour que 2023 et 2024 soient des années où la levée de fonds devienne très forte. Alors, je vous conduis, les épisodes sont diffusés sur LinkedIn, principalement avec un fort forcément rayonnement économique. Comment on fait demain pour être mécène, faire un don pour The Sea Cleaner? Eh ben, il faut nous contacter, tout simplement. C'est assez facile. On a un contact aujourd'hui. On a encore une petite association. On est 35 personnes. Donc, c'est vrai qu'on a de l'accessibilité. On va voir tous nos mécènes 2-3 fois par an. On a des contacts privilégiés avec nos donateurs. Et donc, voilà, il faut nous contacter parce qu'on arrive vraiment surtout pour les entreprises, à faire en sorte de rentrer dans le monde de l'entreprise, à sensibiliser les collaborateurs, à faire en sorte que l'entreprise aussi évolue dans sa façon de consommer, dans sa façon de gérer son énergie, de gérer ses déchets plastiques. Et donc, on est très surpris aujourd'hui des résultats que nous apportent nos premiers mécènes qui nous ont accompagnés il y a 5 ans. Et notamment sur la problématique de la marque employeur, on a vraiment des retours exceptionnels avec des gens qui nous disent on arrive avec nos employés, avec nos nouvelles recrues, à raconter une histoire, à faire rêver, à montrer qu'on est dans le concret, qu'on se retrousse les manches, que c'est pas du greenwashing. Ouais. Et donc voilà, faut pas hésiter à nous rejoindre. Bon, vous avez tous compris. Si vous voulez œuvrer pour les générations futures, pour le bien de la planète, on vous encourage à souscrire auprès de The Sea Cleaners. Merci beaucoup, Yvan Bourgnon, de nous avoir accueillis ici à la Trinité-sur-Mer. Merci aussi aux équipes de nous accueillir. Qui sont formidables. Et ça sera vraiment le mot de la fin. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.